vous avez toujours ici deux icônes qui sont installées. D'accord. Ici, vous avez la version 22 qui correspond à la version du deuxième trimestre 2020. Donc, nous avons une nouvelle version qui est livrée tous les 6 mois, une au mois de décembre, une au mois de mai. Donc, la version que je vais démarrer ici, pour démarrer le programme, il faut ouvrir l'icône qui n'a pas d'œil. L'icône qui a un œil ici, qui a un œil, est une visionneuse. Donc, ce n'est pas celle-ci que vous devez utiliser. Donc, vous devez bien utiliser cette icône ici, où il y a juste le logo de SEMA. Donc, un double clic sur ce logo pour lancer SEMA. Donc, SEMA s'ouvre et du coup, maintenant, j'arrive dans le logiciel. Donc, il y a une première fenêtre qui s'ouvre, qui correspond à la page de départ. Dans cette page de départ, vous avez la possibilité ici, avec les icônes qui se trouvent donc en haut de cette fenêtre. Vous avez la possibilité ici, tout de suite, en cliquant sur ce bouton Nouveau projet, de créer un nouveau projet. Vous avez ici, avec la deuxième icône qui est présente ici, la possibilité d'ouvrir la bibliothèque de projets, donc l'ensemble de tous vos projets qui sont déjà créés. Donc voilà. Ici, vous avez ensuite une fenêtre dans laquelle vous avez les derniers projets SEMA ouverts. Dans cette zone ici, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de projets puisque je n'ai fait qu'un seul projet puisque la nouvelle version 22 vient d'être livrée. Donc voilà, je suis comme tout le monde, je viens de l'installer et du coup, je n'ai eu le temps pour l'instant de créer qu'un projet, celui que je vous ai montré au préalable. Et puis ici, vous avez deux petites icônes complémentaires. Les projets modèles, pour l'instant, on va oublier, ce n'est pas la peine que je vous l'explique. Comme je vous ai dit, on est dans une session d'initiation. Et puis ici, vous avez une icône complémentaire qui vous renvoie vers le site internet SEMA et du coup qui vous permet de regarder les films de présentation des nouveautés de la version. Donc quand vous cliquez sur cette icône, vous accédez au site SEMA et vous pouvez visionner des films. OK. Et puis en bas, du coup, ici, là, une petite fenêtre qui vous donne des informations. Bon, nous, les icônes qui nous intéressent sont surtout ici, nouveau projet, ouvrir projet, et puis ici, cette partie pour ouvrir les derniers projets. Donc ici, on va partir d'une page blanche, donc on va créer un nouveau projet. Donc je vais cliquer sur l'icône ici, nouveau projet. Et une fois que j'ai cliqué sur cette icône nouveau projet, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Cette fois-ci, c'est la fenêtre des propriétés du projet. Donc, cette fenêtre des propriétés du projet, ce sont les informations qu'on connaît sur le chantier que l'on doit dessiner. Donc, ici, je vais pouvoir renseigner le nom du client, la date, est-ce qu'il y a un architecte, les coordonnées du client, etc. etc. Cette fenêtre est importante à renseigner puisque cette fenêtre sera en lien ensuite direct avec votre cartouche et vous aurez la possibilité, bien évidemment, de faire apparaître directement dans votre cartouche les informations que vous aurez complétées dans cette fenêtre. Donc ici, le numéro du projet, moi je vais l'appeler 2020 05 11, je mets la date d'aujourd'hui. Le projet, je vais l'appeler session initiation 1. Et puis ici, la ville, je ne vais rien marquer. Je vais marquer Laval, histoire de. Et l'auteur du projet, je vais marquer mon nom. D'accord. Ici, donc, vous avez la possibilité de compléter de nombreux champs et puis, bien évidemment, également de créer des champs personnalisés. Ensuite, une fois que j'ai renseigné ces propriétés du projet, maintenant, je vais venir voir les icônes qui se trouvent en bas. Donc, du coup, là, maintenant, c'est la fenêtre en bas qui m'intéresse. Nous, on va oublier les deux fenêtres, les deux icônes les plus à droite, et puis on va cliquer sur la fenêtre ici, projet vide, donc du coup qui va nous permettre de partir d'une page blanche. Donc du coup ici, je crée, une fois que j'ai renseigné les propriétés du projet, je viens cliquer ici sur la fenêtre projet vide. Maintenant que j'ai cliqué dans la fenêtre projet vide, mon projet il est ouvert et puis il est prêt à être en cours de travail. OK. Donc maintenant, je vais vous expliquer déjà au préalable l'interface du programme.
OK? On va d'abord venir en haut, ici, pour voir ici les menus. Donc ici, on va retrouver des menus de type Windows. D'accord? Donc ici, on va venir chercher des choses au fur et à mesure qu'on a besoin pendant le travail. Donc ça, c'est la première chose ici, les menus Windows, puisque SEMA est un logiciel développé sous mode Windows. Ici, on va trouver une barre d'outils, juste en dessous des menus. On a la possibilité, bien évidemment, de personnaliser son interface et d'afficher des nouvelles barres d'outils. Bon, ici, ce n'est pas le sujet. On viendra également personnaliser, enfin pas personnaliser, mais on viendra également piocher dans ces barres d'outils au fur et à mesure où on travaille. Donc les menus Windows tout en haut, une barre d'outils ensuite, juste en dessous. Une fois qu'on a regardé ce qui était disponible en haut de l'écran, maintenant on va venir regarder ce qui est disponible sur la droite de l'écran. Donc sur la droite de l'écran ici, je vais trouver une zone ici où c'est marqué sélection programme. Dans cette zone ici, là, je vais avoir la possibilité d'accéder à des menus de travail. Donc en fonction de ce que je souhaite dessiner, je vais aller chercher le menu de travail qui m'intéresse. D'accord? Donc là, on a une première liste de menus de travail et on va retrouver tout en bas également sur cette zone à droite ici. Donc tout en bas dans la zone à droite, CAO, cotation, CAOM, CAO3, on va également trouver des menus de travail. Donc on a toute une liste de menus de travail en haut à droite, en bas à droite, et ici, au milieu, on aura la caisse à outils. Donc les menus de travail nous permettront de faire de la création, donc de dessiner et de créer des nouveaux éléments. Et la caisse à outils ici nous permettra, une fois qu'on a dessiné et posé des éléments, de modifier des éléments qui ont été dessinés. D'accord? De toute façon, on y reviendra. Pour la session d'aujourd'hui, nous, on va d'abord s'atteler à la planche à dessin. Donc du coup, le menu de travail que l'on va utiliser en priorité sera le menu de travail ici CAO. D'accord? Donc nous, c'est par ce menu de travail que l'on va travailler. Je voudrais vous montrer tout de suite une icône très importante dans SEMA qui se trouve ici dans la barre d'outils. D'accord? C'est l'icône ici sur laquelle je me suis situé, donc la petite icône là qui ressemble à un classeur, un double classeur. Et puis quand vous laissez votre icône, quand vous laissez votre souris sur cette icône, vous avez dans l'infobulle un message qui vous indique que vous êtes sur le gestionnaire de données souches. Qu'est-ce que c'est que ce gestionnaire de données souches? Eh bien, c'est la bibliothèque. Bien évidemment, quand vous utilisez SEMA, vous travaillez avec une bibliothèque. Donc, SEMA vous fournit une bibliothèque de travail. Bien évidemment, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'utilisation du programme, vous apprendrez à vous-même personnaliser votre bibliothèque, voire à créer votre propre bibliothèque. D'accord? Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton pour ouvrir la bibliothèque de travail. Donc la première chose à regarder ici, c'est le nom de cette bibliothèque. Donc ici, moi, je vais travailler dans la bibliothèque données de travail 22. Donc toutes les bibliothèques qui s'appellent données de travail sont les bibliothèques qui sont livrées avec le programme, donc avec SEMA. Donc vous retrouvez une bibliothèque données de travail à chaque nouvelle version. Et donc ici, ensuite, on va avoir un gestionnaire de bibliothèque qui fonctionne sous le même principe qu'un explorateur Windows. Sur la gauche ici, vous allez avoir les dossiers, les sous-dossiers dans lesquels vous allez pouvoir aller chercher des éléments. Et quand vous allez quand vous allez choisir de vous mettre sur un dossier ou un sous-dossier, vous allez ensuite, ici sur la droite de ce gestionnaire graphique, pouvoir voir ce qu'il y a dans ce dossier. D'accord? Donc à chaque fois, ici, donc là je vais déplacer la fenêtre, tout simplement en faisant un clic et glisser avec le clic gauche de la souris. À chaque fois que vous allez ouvrir
un menu de travail ici de SEMA, vous allez ouvrir la bibliothèque. D'accord? Donc quand vous allez vouloir faire, par exemple, ici, de la CAO, puisque aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, quand vous allez vouloir faire de la CAO, votre bibliothèque va s'ouvrir ici sur le groupe CAOM, CAO-CAOM et sur le groupe optique. D'accord? Donc ici, je vais venir juste développer le mode optique. Une fois que le dossier optique, quand je vois que je développe le dossier optique, je vois que dans ce dossier optique, il y a 3 sous-dossiers. Il y a un sous-dossier ligne, il y a un sous-dossier remplissage et il y a un sous-dossier ligne et remplissage. D'accord? Vous trouverez dans chaque sous-dossier un dossier qui s'appelle standard et dans ce standard-là, vous trouvez tous les standards SEMA. OK? Donc quand je viens ici dans le groupe optique, sous-groupe ligne, menu standard, ici vous allez trouver tous les types de lignes qui sont disponibles dans cette bibliothèque. D'accord? Donc là, j'ai ouvert la bibliothèque à la racine. Donc, il ne m'est pas possible, bien évidemment, de créer puisque je n'ai pas activé de menu de travail. Donc, quand je vais activer un menu de travail, cette bibliothèque va s'ouvrir et c'est là que je choisirai ce que je souhaite dessiner. Donc ici, je vais pouvoir fermer cette bibliothèque. Donc, comme je vous dis, hein, pour ouvrir la bibliothèque à la racine, je vous remontre, on vient cliquer ici sur cette icône, hein, et là, on ouvre la bibliothèque. Toujours bien contrôler hein, quelle est la bibliothèque dans laquelle on travaille. Et puis ici, maintenant, je vais pouvoir du coup commencer à dessiner. Donc le principe de fonctionnement sera toujours le même. Avant de commencer à dessiner, je vais vous expliquer quel sera le principe de fonctionnement. Donc ici, j'ai activé un menu de travail et donc je vais activer le menu CAO. Une fois que j'ai activé le menu CAO et que je me oriente vers du coup le haut de la zone droite, je vois ici que le menu CAO a été activé. D'accord? Dans ce menu CAO, maintenant, j'ai la possibilité de dessiner des formes géométriques. Donc, maintenant, je vais activer, par exemple, la fonction ligne. Une fois que j'ai activé cette fonction ligne, la bibliothèque s'ouvre. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, au préalable, avec l'ouverture de la bibliothèque à la racine. Donc là, je retrouve exactement cette bibliothèque qui va maintenant me permettre de dessiner. Ici, j'ai la possibilité de développer avec ce bouton ici, ouvrir, fermer données souches. J'ai la possibilité de développer l'ensemble de la fenêtre de la bibliothèque pour bien contrôler où est-ce que je travaille et ce que j'ai pris pour dessiner. OK, donc la fonction, le fonctionnement. Donc comme je vous ai dit, là je vais faire échappe pour sortir de tous les menus de travail et donc je vais recommencer. Donc je vais activer le menu CAO, je vais activer la fonction ligne, je vais choisir un type de ligne dans la bibliothèque. Donc, le type de ligne choisi sera bien évidemment le type de ligne en surbrillance. Je valide ici avec la coche verte ici, hein, je valide la ligne que je souhaite dessiner. Et ensuite, je viens tout de suite porter mon regard dans la diagonale en bas à gauche pour répondre aux options. D'accord? Donc là, maintenant, je vais trouver plusieurs options pour pouvoir dessiner ces lignes. Donc j'active mon menu de travail, ma bibliothèque s'ouvre, je choisis l'élément que je souhaite dessiner dans la bibliothèque et ensuite, au niveau des options, je vais lui dire comment je vais le faire. Dernière, bien évidemment, dernière chose qu'il me restera à faire ensuite, c'est de passer juste à côté pour répondre ici aux questions qui me sont posées par le programme. Donc, on appelle ça la zone de dialogue. Il faudra répondre, bien évidemment, aux questions qui vous sont posées pour pouvoir créer votre élément. Donc ici, je vais choisir par exemple la première option. Et quand je change d'option ici, je vois que de toute façon, ça modifie les questions qui me sont posées dans la zone de dialogue. Donc ici, si je prends la première option, je vois qu'on me pose deux questions. Le programme me demande, merci de me montrer un point de départ et un point d'arrivée. Donc là maintenant, je vais venir ici dans la zone graphique. Et dans la zone graphique,
Eh bien ici, je vais pouvoir maintenant cliquer un premier point. Donc maintenant, j'ai commencé à dessiner une ligne. Et puis ici, bah, bien évidemment, je vais pouvoir lui montrer un deuxième point à l'écran. Petite précision avant d'aller plus loin que j'ai oublié de vous faire. Donc par défaut, SEMA vous propose de travailler en mètres. C'est ce que je vais faire puisque moi c'est l'habitude que j'ai de travailler en mètres. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez régler le logiciel pour travailler en centimètres ou en millimètres. Donc ça, c'est un réglage, un pré-réglage à faire avant de commencer à travailler. OK? Donc ici, je vais continuer avec cette fonction ligne et là, je vais pouvoir activer maintenant la deuxième option. Donc quand j'ai activé la deuxième option, bon, ensuite il me suffit de regarder dans la zone de dialogue quelles sont les questions qui me sont posées. Donc là, la première question qui m'est posée, c'est de donner un point de départ. Donc ici, je vais pouvoir lui dire OK, le point de départ, il est là. Et puis la deuxième question qui m'est posée, c'est de donner un angle. Donc l'angle ici, je vais pouvoir renseigner plusieurs angles. Donc un angle bien évidemment quelconque. Si je veux renseigner un angle à 20 degrés, j'ai juste à renseigner un angle à 20 degrés. Je vois ici de quel côté l'angle qui m'est demandé est renseigné à l'écran. Mais SEMA va également détecter, donc là je suis en train de jouer avec la molette. Je fais tourner la molette, ce qui me permet de zoomer. Et ici, SEMA va également détecter tous les angles particuliers. Donc, quand j'arrive sur l'angle à 45 degrés, je me fais aimanter et puis j'ai un petit schéma qui m'explique que je suis sur l'angle à 45 degrés. Je vais venir voir l'angle à 90 degrés. C'est pareil, l'angle à 90 degrés, quand je me rapproche de cet angle, je me fais aimanter et puis du coup, je peux ici maintenant renseigner si je clique cet angle à 90 degrés. Donc là, on fait comme on veut. C'est soit on clique sur l'angle quand à l'écran votre angle, vous êtes sur la bonne valeur de l'angle, ou alors vous pouvez également, bien évidemment, la renseigner dans la cellule de la zone de dialogue. Donc moi ici, je vais venir voir l'angle d'après. Donc l'angle d'après, bien évidemment, qui va être proposé, c'est l'angle à 135 degrés, 90 degrés plus 45 degrés. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, cliquer cet angle à 135 degrés. Donc il suffit de cliquer à l'écran, de dire que vous voulez faire un angle à 135 degrés. Et puis ensuite, vous avez encore une question qui vous demande quelle est la longueur de cette ligne. Donc maintenant, on va aussi regarder ce qui se passe à l'écran. Quand je déplace ma souris ici, je vois ici que la longueur augmente au fur et à mesure que je déplace ma souris. Et puis j'ai le signe plus, du coup, qui m'indique l'orientation vers laquelle la longueur de cette ligne va être créée. Donc du coup ici, si je veux une ligne qui s'oriente vers le haut, eh bien ici je peux cliquer. Si je veux une ligne qui s'oriente vers le bas, ici je vois que devant le curseur de la souris, maintenant j'ai un signe moins qui s'est incrémenté. Donc ça veut dire que si je souhaite ici compléter ma longueur dans la zone de dialogue et que je veux m'orienter vers le bas, il faudra que je tape nécessairement le signe moins pour que ma ligne s'oriente dans la bonne direction. Donc ici, si je veux une ligne de 5 mètres, et bien ici, je vais venir taper moins 5. Je vais faire entrée. Et du coup, j'aurai maintenant créé une ligne de 5 mètres qui s'oriente vers le bas. Donc je me fais aimanter. Une fois que j'ai été aimanté, je clique. Et puis maintenant, je retrouve les mêmes questions. Du coup, donc quel est l'angle? Donc si maintenant je veux un angle à l'horizontale ici, je clique l'horizontale. Et puis ici, je vais lui dire que je souhaite une longueur, par exemple, de 6 mètres. OK? Oui, j'ai une question sur le pourcentage. Bien évidemment, ici, si je clique ici et que je renseigne dans la cellule, donc là maintenant, il faut le faire dans la cellule ici. Si ici, je renseigne 20% dans la cellule et que je fais entrer, du coup, le pourcentage a été converti en degrés.
D'accord? Pour la question de Denis, c'était une question de Denis. Est-ce qu'on peut taper du pourcentage au lieu de taper des valeurs d'angle? Oui, vous pouvez taper des pourcentages dans votre cellule. Ce sera converti en degrés. Donc ensuite, donc là pareil, je vais cliquer et puis on va regarder un petit peu les différentes options. Donc je vous ai montré la première option hein, ici qui correspond à un point de départ, un point d'arrivée. Je vous ai montré la deuxième option qui correspond donc à 3 questions, un point de départ, un angle, une longueur. Maintenant, on va regarder la troisième option. La troisième option, pareil, vous avez 3 questions. Donc ici, je vais ici par exemple venir cliquer au hasard ici. Et puis ici, vous avez 2 questions. Donc du coup, quelle est la valeur en X et quelle est la valeur en Y? D'accord? Pour pouvoir définir cette ligne. Donc là, je renseigne les ordonnées, les abscisses. Ici, j'ai renseigné donc la valeur en X, la valeur en Y, et à partir de cette valeur en X et de cette valeur en Y, j'ai défini ma ligne. Ensuite, on va venir voir l'option numéro 4. Donc bien évidemment, hein, avant de commencer à dessiner, il faut toujours vous poser la question, à savoir si vous utilisez la bonne option et l'option la plus adéquate. Donc là maintenant, il me demande, j'ai choisi l'option, la quatrième option qui est l'option perpendiculaire. Donc maintenant, il me demande à quelle ligne je suis perpendiculaire. Donc ici, je vais pouvoir lui montrer n'importe quelle ligne. Je vais lui dire que je suis perpendiculaire à cette ligne. Ensuite, ici, je vois ici avec la flèche que le point référence par rapport auquel on me demande une cote, c'est le point ici. Donc maintenant, il me demande à quelle distance du point le plus à gauche sur cette ligne, à quelle distance démarre la ligne orthogonale. Donc ici, je vais lui dire que je démarre à 4 mètres. Et ensuite, ici, il me demande quelle est la longueur souhaitée de cette ligne. Donc là, vous voyez, ma ligne s'oriente vers le bas. Devant le curseur, j'ai le moins qui est indiqué. Donc si je souhaite faire orienter cette ligne vers le bas de l'écran, il faudra bien dans les curseurs, donc soit je clique à l'écran, soit il faudra que je vienne renseigner ici la valeur dans la zone de dialogue, hein, ici, et j'ai bien renseigné le signe négatif avant de mettre ma valeur. D'accord? Et ici, je fais entrer. Oui, on a la possibilité de diviser, on va y venir tout à l'heure. Je vais regarder, là je fais le tour des options et puis après on va bien évidemment avancer. Ici, j'ai la possibilité maintenant de choisir la cinquième option. Cinquième option, bien évidemment, c'est oui, comme je vous ai dit, on peut changer les unités. Comme je vous ai dit au préalable, par défaut, CEMA est réglé en mètres, mais vous avez la possibilité de régler CEMA à votre convenance en mètres, en centimètres ou en millimètres. D'accord? Pour ceux qui souhaitent savoir comment est-ce qu'on change les unités, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, je vais récupérer vos questions. Et du coup, une fois que j'aurai analysé vos questions, je vous renverrai à chacun d'entre vous ce qui pourrait éventuellement vous concerner. Ça, c'était pour répondre à la question de Simon, à savoir si on pouvait changer les unités. Donc ici, maintenant, quand je regarde la zone de dialogue, ici, il me demande à quelle ligne je souhaite être parallèle. Donc là, pareil, hein, je vais venir lui montrer cette ligne ici. D'accord? Et puis ici, je vais lui dire à quelle distance maintenant je souhaite me positionner. Comme je vous ai dit, hein, là j'ai encore une question de Laurent qui me demande où est-ce qu'on peut changer en millimètres, centimètres et mètres. Renvoyez-moi une question par mail et je vous répète que de toute façon, j'ai enregistré votre question et je pourrai vous renvoyer ces réglages après coup. Je pourrais également éventuellement vous envoyer, puisque dans la zone ici dans la zone, dans la barre de chat, vous avez également ici, on a également une partie qui s'appelle documents à distribuer. Donc je pourrais éventuellement également vous la partager à la prochaine session. OK, et ici, donc du coup, je vais venir positionner ma souris à 2 mètres. Et là, je vais cliquer. D'accord? Bien évidemment, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un autre type de ligne pendant que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que là, ici, maintenant, je veux travailler avec une autre ligne. Donc, je reviens dans la partie bibliothèque
Je vais défiler hein, la partie ici, la partie haute. Et puis ici, je vais venir choisir par exemple la ligne bleue. Je valide OK. Et puis bah, maintenant, je vais travailler sur de la ligne bleue. Donc je vais venir voir la dernière option. Et la dernière option, qui est la 6e, donc là, c'est parallèle à une ligne de dimension variable. Donc on n'aura pas, on n'est pas, c'est pas comme parallèle. Parallèle, on aura exactement les mêmes longueurs de ligne. Ici, c'est parallèle à longueur variable, donc on sera capable de dire à une ligne qu'elle va être parallèle à une autre ligne, mais de lui donner une longueur différente de la ligne qu'on a montrée. Donc ici, je vais par exemple montrer cette ligne. Et puis maintenant, il me demande à quelle position je souhaite, à quel endroit je souhaite me positionner. Ici, je vais lui dire 3 mètres. Hein, je renseigne dans la zone de dialogue. Hein. Ensuite, il me demande où est le point de départ de cette ligne et où est le point d'arrivée de cette ligne. Donc là, je n'ai fait que cliquer. Alors, d'accord? Donc là, j'étais dans une fonction, dans un menu, hein, dans un menu de travail qui me permettait de dessiner. Quand je veux sortir de ce menu de travail, le plus simple, c'est d'appuyer sur la touche échappe. Donc j'appuie sur la touche échappe une fois je suis sorti de la bibliothèque. J'appuie sur la touche échappe une deuxième fois et je vais sortir du menu de travail CAO pour revenir à l'ensemble des menus de travail. Donc quand on fait une fois, on sort simplement de la bibliothèque. Quand on fait 2 fois, on sort de la bibliothèque et on sort également du menu de travail. D'accord? Donc là, je suis sorti des 2. Pour répondre à la question de tout à l'heure, à savoir si on pouvait diviser ou accrocher des points particuliers, bien évidemment, il y a les points de division qui vont nous intéresser. Et puis, un point également qui va nous intéresser, c'est le milieu, hein, le milieu d'une ligne. Donc ici, hein, je vais pouvoir réactiver mon module, c'est mon menu de travail CAO. Et une fois que j'ai réactivé mon menu de travail CAO, ben ici, je vais pouvoir réactiver les lignes. D'accord? Je vais changer de type de ligne, je vais prendre une ligne verte, je vais valider avec la coche ici OK. Et puis tout de suite, le regard dans la diagonale pour choisir l'option. Donc là, je vais changer d'option, je vais prendre par exemple l'option numéro 2, ici. Et puis ici, donc maintenant, il me demande quel est le point de départ de la nouvelle ligne. Le point de départ de la nouvelle ligne, je vais vouloir ici qu'il soit au milieu de cette ligne bleue. D'accord? Quand je m'approche ici, hein, que je ne fais rien, je vois que j'arrive pas à accrocher le milieu. Bien évidemment, il y a une astuce pour pouvoir accrocher le milieu d'une ligne, c'est d'enfoncer la touche Shift de votre clavier. Donc la touche Shift de votre clavier, c'est la touche sur votre écran qui se situe à gauche de votre écran, à gauche de votre clavier, et qui correspond à la flèche tournée vers le haut. Donc généralement sur les claviers, cette touche se situe en dessous la touche Maj. Donc là, je vais enfoncer la touche Shift, donc la flèche vers le haut. Je vais laisser Shift enfoncé. Donc tant que je n'ai pas cliqué le milieu, je laisse Shift enfoncé. Maintenant, je vais m'approcher du milieu de la ligne. Donc je vais zoomer un peu avec la molette. Et ici maintenant, quand je vais m'approcher de la ligne, je vais je vais me faire aimanter quand Shift est enfoncé. Je vais me faire aimanter par le milieu de la ligne. D'accord? Donc là, j'ai été aimanté par le milieu de la ligne. Donc je laisse Shift enfoncé hein, tant que je n'ai pas cliqué. Maintenant, je clique. Une fois que j'ai cliqué, maintenant, je peux relâcher Shift. Et là, je vois que ma ligne, du coup, a bien démarré au milieu de la ligne bleue. Ensuite, on répond aux questions. Quel est l'angle? Quelle est la longueur? D'accord? Donc ça, c'est pour accrocher le milieu d'une ligne. La touche Shift va servir également, je vais vous faire une deuxième ligne ici. La touche Shift, donc enfoncer. Oui, diviser au tiers, j'y arrive après. Ça, c'était une question de Stéphane, diviser au tiers, diviser au quart, diviser au cinquième, j'y viens après. Donc là, ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, c'est accrocher Shift, enfoncer, c'est accrocher le milieu.
Et ici, je vais maintenant vouloir accrocher le point d'intersection de ces deux lignes. Donc là, c'est exactement pareil, hein, quand je ne fais rien, je n'arrive pas ici à accrocher le point d'intersection. Ce qui va me permettre d'accrocher le point d'intersection, ça va être comme pour le milieu, d'enfoncer la touche Shift, donc la flèche vers le haut, de m'approcher du point d'intersection, et là, je vais me faire aimanter quand le programme va trouver le point d'intersection de ces deux lignes. Je laisse Shift enfoncé jusqu'à temps que j'ai bien cliqué ce point. Donc du coup, maintenant, ça me permet de cliquer ce point. Donc là, j'ai bien accroché le point d'intersection de la ligne noire et de la ligne verte. Et du coup, maintenant, je réponds à la zone de dialogue. Je lui renseigne l'angle et je lui renseigne la longueur. Donc là, j'ai renseigné un angle à 90 degrés et une longueur de 3 mètres. OK? Donc maintenant, pour les curieux qui voulaient tout de suite aller à la division, donc on va venir voir par exemple sur cette ligne. Donc là, je ne fais que dézoomer. Quand vous dézoomez l'écran, ici avec la molette, et que vous venez pointer un endroit avec votre souris, donc ici maintenant, ma souris pointe sur la ligne du bas. Quand je vais avec la molette, tourner la molette, ici je vais venir zoomer la ligne sur laquelle je suis venu me positionner. Si je change de ligne, je vais maintenant zoomer sur cette ligne. D'accord? Donc je vais me positionner sur cette ligne, ici. Et puis ici, donc du coup, on va venir voir comment est-ce qu'on peut diviser. Donc pour diviser, je vais utiliser le pavé numérique de mon clavier. D'accord? La division ne fonctionne qu'avec les 3 premières options. D'accord? Puisque avec les 3 premières options, on ne me demande pas de valeur. Par contre, pour les 3 dernières, on me demande une valeur. Donc si j'essaye de diviser en utilisant les 3 dernières options, je ne vais pas réussir à diviser, je ne vais faire qu'incrémenter ici les cellules et venir lui renseigner 3, 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 etc. Donc ici, je vais me remettre sur la première option. Et ici, si je veux accrocher le tiers de cette ligne, je vais enfoncer sur mon pavé numérique la touche numéro 3. Je vais m'approcher de la ligne et je vais venir chercher le tiers. Quand il va détecter le tiers, je vais me faire aimanter. Donc là, je laisse le 3 enfoncé comme pour le shift. Je laisse le 3 enfoncé jusqu'à temps que j'ai cliqué. Donc là, maintenant ici, je clique. Et là, j'ai enfoncé le tiers. Je vais faire la même chose pour le 2 tiers. Je laisse mon 3 enfoncé. Et bien évidemment, il va également détecter et je vais me faire aimanter quand je vais arriver aux 2 tiers. Donc là, je clique, je relâche le 3 et puis maintenant, je peux lui donner une longueur. Donc là, j'ai travaillé au tiers. Si je voulais travailler au quart, j'enfoncerais sur le pavé numérique, j'enfoncerai la touche 4. Et puis ici, maintenant, je me rapproche de la ligne. Et du coup, quand il va détecter le quart, je vais me faire aimanter. Donc là, maintenant, je peux relâcher le 4. J'enfonce à nouveau le 4. Ici, j'ai accroché le milieu. J'aurais pu également utiliser la touche Shift. Ici, je vais continuer à enfoncer le 4. Et du coup, maintenant, il a détecté le 3 quarts. Donc, toutes les touches du pavé numérique fonctionnent. Donc, ce qui fait que vous pouvez diviser n'importe quelle ligne ou n'importe quel objet jusqu'au 10e assez facilement, puisque du coup, le 0 correspond, donc le 2 correspond à la moitié, le 3 au tiers, le 4 au 4, le 5 au 5e, jusqu'au 0 qui lui correspond bien évidemment au 10e. D'accord? Je veux sortir des fonctions. Donc là, échappe une première fois pour sortir de la bibliothèque, échappe une deuxième fois pour sortir du menu de travail et pour revenir dans l'ensemble du programme. D'accord? Ici, je vais venir aussi m'attarder rapidement sur ce qu'effectuent les boutons de la souris en version standard. D'accord? Donc quand je fais un clic gauche sur la souris, j'ouvre le mode de sélection. D'accord? On va y revenir tout à l'heure, bien évidemment, au mode de sélection. Donc le mode de sélection me permettra de sélectionner des objets
qu'ensuite je voudrais modifier ou supprimer. Quand je fais un clic, quand j'enfonce le clic molette, donc quand j'enfonce la molette et que je laisse la molette enfoncée, j'active le zoom. Donc ici, je fais un zoom, ce qui va du coup maintenant apparaître à l'écran, c'est ce qui correspondra à ce qui était dans le rectangle du zoom. D'accord? Si je veux revenir à l'ensemble de la page de travail, je fais un clic molette. Clic molette, je reviens à l'ensemble de la page de travail. Maintenant ici, je vais également faire un clic gauche. Le clic gauche, lui, va également correspondre à de la sélection. D'accord? Maintenant, je vais aller voir toujours les clics de la souris, mais avec, cette fois-ci, en enfonçant la touche Alt. Donc, j'enfonce la touche Alt de mon clavier. Je laisse cette touche Alt enfoncée. Et puis ici, je vais venir faire un clic gauche. Donc là, j'ouvre, comme tout à l'heure, le zoom. Le clic droit, je vais y revenir tout à l'heure. D'accord? Ça, c'était une question de Guillaume qui me demandait ce que faisait le clic droit. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce sera les modes de sélection. Clic molette pour dézoomer et revenir sur la page centrale, sur la page entière. Ici, si je fais Alt, clic gauche, Alt, clic gauche, clic droit, excusez-moi, Alt, clic droit. Donc je laisse Alt enfoncé et le clic droit enfoncé. Je déplace le dessin. D'accord? Pour déplacer le dessin, vous avez également la possibilité ici, dans la barre d'outils qui est en haut là, vous allez retrouver le même sigle ici, qui s'appelle déplacer dessin. Donc du coup, quand vous activez cette icône, déplacer dessin, et que vous venez à l'écran, et qu'avec le clic gauche de votre souris, vous laissez enfoncer votre clic gauche, vous déplacez votre dessin. D'accord? OK. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut sélectionner un objet. Donc il y a plusieurs possibilités de sélection. Donc qui dit sélectionner, bien évidemment, ça va être soit pour ensuite supprimer, soit pour modifier un objet. Donc ici, la première méthode de sélection. La première méthode de sélection. Donc, question de Stéphane, supprimer. Avant de supprimer, bien évidemment, il faut sélectionner. Donc ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on sélectionne. Première possibilité de sélection, j'enfonce le clic gauche de ma souris et j'ai un rectangle qui apparaît, un rectangle en rouge. Donc là, mon clic gauche reste enfoncé. Tout ce qui va être compris entièrement dans ce rectangle va être sélectionné. D'accord? Donc là, les 4 lignes étaient comprises entièrement dans mon rectangle, donc elles sont sélectionnées. Si vous voulez sortir de la sélection, donc on remarque la sélection puisque les objets, du coup, ils passent en rouge. Ils sont en rouge. Quand vous voyez, c'est pour ça qu'on déconseille le travail en rouge dans CMA, puisque c'est la couleur de sélection. Donc ici, je veux sortir de ce mode de sélection. Et bien toujours pareil, c'est comme pour sortir de la bibliothèque ou sortir d'une fonction, d'un menu de travail, j'utilise la touche échappe. D'accord? Donc ça, première possibilité de sélection. Donc clic gauche, rectangle, tout ce qui est compris dans ce rectangle est sélectionné. Maintenant, je fais échappe. Je peux faire la même chose dans l'autre sens, bien évidemment. Là, tout à l'heure, je suis parti d'en haut à gauche de l'écran pour aller vers le bas à droite. Je peux faire l'inverse, je peux commencer en bas à droite et puis m'orienter vers en haut à gauche, aucun problème. Donc, il faut que l'élément soit compris entièrement dans la bibliothèque. Deuxième possibilité de sélection, je me place sur l'objet que je souhaite sélectionner et puis je clique dessus avec le clic gauche. Donc là, je peux sélectionner autant d'éléments que je veux en cliquant sur les éléments avec le clic gauche. Si je veux désélectionner l'ensemble, échappe, bien sûr. Si je veux désélectionner uniquement
certains éléments, je reclique sur l'élément qui a été sélectionné et du coup, il est désélectionné. Échappe pour sortir du mode de sélection. Encore une possibilité de sélection. Donc là, je vais sélectionner un élément et je vais activer une touche sur mon clavier, donc la touche barre espace. Donc la touche barre espace dans SEMA est une touche importante hein, puisque c'est une touche qui sert fréquemment. Ici, quand je sélectionne un élément, donc là une ligne, l'élément ligne, et que j'enfonce et que j'enfonce la barre espace de mon clavier, je sélectionne tous les éléments identiques. Donc ça fonctionnera partout. Là, l'élément que je voulais sélectionner était une ligne. Quand je voudrais sélectionner, par exemple, des chevrons, j'en sélectionnerai un. Si je veux tous les sélectionner, j'en sélectionnerai un et puis j'activerai la barre espace pour sélectionner l'ensemble des chevrons. Là, je fais échappe. Et il me reste encore un mode de sélection qui correspond du coup au clic droit de la souris. Donc là, je fais un clic droit sur la souris. Et quand je fais un clic droit sur la souris que je laisse enfoncer, hein, bien évidemment, là, mon clic droit, il est toujours enfoncé. Hein, tout ce qui va rencontrer la ligne rouge va être sélectionné. Donc maintenant, ici, je vais venir sélectionner les deux lignes ici. Je relâche. Tout ce qui a rencontré donc, la ligne avec le clic droit enfoncé, la ligne rouge, a été sélectionné. D'accord? Donc maintenant, ici, pour revenir à la question tout à l'heure de supprimer, ici, j'enfonce. Donc si je veux sélectionner cette ligne, bah, je viens ici et puis je clique dessus. Et puis maintenant que je veux supprimer cette ligne, eh ben, je vais venir ici regarder la caisse à outils. Et dans cette caisse à outils, bah, là, le bouton qui va m'intéresser, c'est le bouton effacer. D'accord? Donc une fois que j'ai sélectionné cette ligne, si maintenant ici, j'enfonce le bouton, enfin si je sélectionne ici le bouton effacer, la ligne est effacée. D'accord? Donc ici, je vais sélectionner deux lignes, je clique sur cette ligne, je clique sur cette ligne. Donc je vais sélectionner deux lignes. Et ici, je vais pouvoir de la même façon soit activer le bouton effacer, mais on peut aussi appeler le menu contextuel. Donc ici, je vais faire un clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Et ici, du coup, j'ai ouvert le menu contextuel qui correspond à la caisse à outils que j'ai ici. Donc maintenant, je vais pouvoir lui dire, OK, ces deux lignes, je veux les effacer. Donc là, ici, maintenant, je vais enlever toutes ces lignes. Donc comme je veux enlever toutes les lignes, c'est donc que des éléments identiques, donc je vais pouvoir en sélectionner un. Avec la barre espace, du coup, je vais pouvoir tous les sélectionner. Et une fois que j'ai tout sélectionné, maintenant, soit je viens activer ici le bouton effacer, soit j'appelle le menu contextuel pour venir chercher ici, pareil, le bouton effacer. Ou autrement, je peux aussi utiliser la touche supprimer de mon clavier. Du coup, j'ai tout supprimé. Donc maintenant, ici, je vais continuer à travailler dans la CAO. Ici, je travaille dans la CAO. Et puis ici, donc, je vous ai donné les fonctions principales, enfin la méthode principale pour dessiner des lignes. Et puis ici, on va venir faire un petit tour sur les différentes possibilités des géométries que l'on peut dessiner dans la CAO. Donc ici, je vais trouver la première ligne, hein, une fois que j'ai activé le menu CAO, hein, donc c'est toujours pareil. Hein, j'active le module CAO, enfin j'active le menu de travail CAO. Et puis ici, maintenant, je vais activer le point. Donc toujours pareil, la bibliothèque s'ouvre. Ici, je peux développer l'ensemble de la bibliothèque pour tout bien contrôler. Hein, est-ce que je travaille au bon endroit? Je sélectionne un type de point. Donc ici, j'ai sélectionné la ligne bleue, donc enfin, un élément bleu, donc je vais dessiner des points bleus. Je valide OK. Et puis toujours pareil, maintenant, bah, il faut que je fasse attention à mes options. D'accord? Donc là, j'ai choisi l'option numéro 1. Donc là, ça veut dire que ici, il me demande un premier point et un deuxième point pour pouvoir tracer le point définitif.
Donc on retrouve exactement les mêmes questions hein, que nous avions pour les lignes. Hein. Ici, je vais choisir la deuxième option, 3 questions. Maintenant, je peux venir m'appuyer sur le point qui a été tracé ici. Donc, point de départ, angle à 45 degrés, et de cet angle à 45 degrés, je vais me situer à 4 mètres. Troisième option, donc je vais retrouver le point référence, et puis par rapport à ce point référence, quelle est la valeur en X et quelle est la valeur en Y. Le point référence, la valeur en X, la valeur en Y. Les 3 autres options, je ne vais pas pour l'instant vous les montrer, hein, puisque je retrouve les mêmes choses hein, que pour les lignes. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière option. Donc la dernière option ici hein, pour le point. Donc ça veut dire, cette dernière option, hein, c'est le résumé, c'est le raccourci de un clic, un point. Donc ici, à chaque fois que je clique, je fais un point. Je veux sortir de la bibliothèque et du menu de travail. Une fois échappe, sortie de la bibliothèque. 2 fois échappe, sortie du menu de travail. Maintenant, je veux supprimer tout ça. Je fais un rectangle de sélection qui englobe le tout. Soit ensuite, ici, avec la caisse à outils, je demande à effacer. Soit avec le menu contextuel, ici, je demande à effacer. Soit j'enfonce supprimer au clavier. Et je vais continuer. CAO. Donc, je vais vous montrer rapidement point de distance. Donc ici, moi je vais d'abord tracer un point ici. Donc je vais utiliser la fonction point. Je vais prendre le point bleu. Je valide OK. Je fais ici valider la dernière option. Ce qui m'intéresse, par exemple, là, c'est d'aller mettre un point au 00 du programme. D'accord? Donc à l'origine de la page. Pour mettre un point à l'origine de la page, ici, donc du coup, il me demande de cliquer. Là, je ne vais pas cliquer. Je vais enfoncer la touche entrée de mon clavier. J'enfonce donc la touche entrée de mon clavier. Il a mis automatiquement un point au 00 du programme. Ici, je peux fermer. Et donc, du coup, maintenant, je vais réactiver le point de distance. Donc, par rapport à ce point, il aurait peut-être fallu que j'en mette un deuxième. Ça va être plus simple. Je vais prendre donc la deuxième option. De ce point-là, sur cet angle, je vais faire démarrer, je vais positionner un point à 5 mètres. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser le point de distance. Donc là, j'ai fait un relevé, et puis je connais la cote du point d'intersection par rapport à ce point et par rapport à ce point. Si je vais changer de couleur, j'ai pris le point vert. Et puis ici, quand je regarde la zone de dialogue, eh ben, il me demande déjà, dans la zone de dialogue, de montrer le centre du cercle 1. Donc je peux lui montrer le cercle 1 ici. Et puis ici, maintenant, il me demande, donc là, je joue avec la molette hein, pour zoomer, dézoomer. Et puis ici, il me demande quel est maintenant le rayon de ce cercle. Donc ici, je vais lui dire par exemple que ce rayon est de 3,75 m. Et je valide avec entrée. Maintenant, il me demande de montrer le centre du cercle 2. Donc je vais lui montrer le centre du cercle ici. Et puis il me demande quel est le rayon. Et là, je vais lui dire que le rayon, par exemple, c'est 3 mètres ici. Maintenant, quand je me rapproche, hein, ici, bien évidemment, à partir du moment où j'ai tracé 2 cercles avec des centres différents, je me retrouve. Donc le 0,0, comme donc là c'est une question de Monsieur Besson. Le 0,0 c'est le point d'origine. Hein, c'est comme si vous aviez un repère orthonormé sur votre page qui correspondrait au 0,0. D'accord? Le 0,0 du programme. J'espère que c'est clair.
Donc du coup ici, j'ai deux possibilités, hein, j'ai le point haut et le point bas. Ici, je vois que je vois du rouge. Donc ici, là, si je fais entrer, le point, pour le faire apparaître, on ne peut pas le faire apparaître. Donc si vous voulez faire apparaître le 0,0, positionnez un point. Comme ça, vous saurez où est votre 0,0. D'accord? Donc ça, c'est une question de David. Comment faire apparaître le 0,0? Allez positionner un point de CAO. Donc ici, si je fais entrer, là, le point que je vais valider, ce sera ce point-là. J'ai la possibilité, bien évidemment, d'aller chercher le deuxième point d'intersection des cercles. Pour aller chercher le deuxième point, pour changer les points, j'utilise la barre espace. Avec la barre espace, là j'ai fait une fois barre espace, maintenant je vois que si je fais entrer, c'est le point ici que je vais tracer. Donc là je peux jouer, hein, maintenant à chaque fois que je fais barre espace, je suis en train de voir quel cercle je vais tracer. Donc là je veux le point du haut, donc je me positionne en haut, donc je vois, hein, je vois du rouge, je fais entrer, j'ai tracé le point du haut. D'accord? Je pourrais refaire rapidement, hein. Ici, si je veux l'autre point de l'autre côté, hein, je me raccroche sur mes points. Je veux le point qui est en bas. Si on veut les deux, oui, c'est ça. Donc, question de Julien, si on veut les deux, on refait, oui, bien sûr. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, hein, du coup. Et là, je vois que le point rouge est en haut. Je vais faire une fois barre espace pour avoir le point rouge en bas. Je fais entrer. Et du coup, maintenant, ici, je vois mes deux points. D'accord? Le point en haut ici. Hop là, ça m'échappe. Le point en haut ici. Le point en bas ici. OK, je vais supprimer ces points. Donc j'ai fait un rectangle de sélection, hein, qui englobait tous les points. Et puis j'ai utilisé la touche supprimer du clavier. Maintenant ici, je vais revenir en CAO. Et puis je vais venir voir la fonction rectangle. Donc la fonction rectangle va me permettre de positionner 4 lignes, bien évidemment spécifiques, 4 lignes en une seule fois. Donc ici, je vais revenir sur ma ligne noire. Je vais valider ici cette ligne noire. Et puis toujours pareil, je viens dans la diagonale, répondre à l'option. Donc si je prends l'option numéro 1, il me demandait 2 points. Donc là, pour répondre également à la question de tout à l'heure, hein, je ne suis pas obligé de positionner un point au 0,0. Hein. Si là, je veux accrocher le 0,0 directement avec mon rectangle, eh ben, ici, le point de départ qui m'est demandé, je vais tout de suite enfoncer Entrée. J'appuie sur Entrée. Le point de départ de mon rectangle correspond au 0,0. Et puis ici, bien évidemment, je lui montre un point quelconque dans la diagonale. Donc là, cette fonction à 2 points, hein, généralement, on l'utilise quand on connaît des points d'accroche. Hein. Autrement, on utilise plutôt les autres options. Donc là, je vais utiliser ensuite la deuxième option. Donc je retrouve toujours la même logique hein, ensuite, hein, de toute façon. Hein. Donc maintenant, on me demande un point de départ, une longueur, une hauteur. Troisième option, un point de départ, un angle. Donc là, je clique tout hein, avec la souris. Hein. Je ne renseigne rien au clavier, hein, je clique tout avec la souris. Une longueur, une hauteur. D'accord? Ici, je vais faire marche arrière. Et puis ici, je vais venir voir dans la barre d'outils, là, les deux petites, la petite flèche ici, là, les petites flèches qui m'intéressent, là. Donc la petite flèche ici, là, annuler la dernière opération. Donc quand je clique dessus, alors, s'il veut bien, quand je clique dessus, il a du coup enlevé le dernier rectangle qui a été créé. Si je reclique encore une fois dessus, donc en fait, à chaque fois que vous cliquez sur ces flèches, donc ce sont des flèches Windows, hein, ça veut dire marche arrière une fois. Si je fais dans l'autre sens, rétablir. D'accord? Je vais faire 2 fois. Du coup, j'enlève tous mes rectangles en utilisant cette fonction. Donc là, j'active mon rectangle. Et puis du coup, maintenant, on va pouvoir, maintenant qu'on sait utiliser cette fonction ligne ou cette fonction rectangle, donc il y a plusieurs façons de le faire, hein, on va pouvoir dessiner la marque au sol
de notre construction. Donc, ce que je vous ai présenté au tout départ de la session, la construction avec l'avancée qui correspondra pour pouvoir réaliser ce que je vous ai montré en début de session. Donc là, ici, je vais utiliser la fonction, par exemple, la fonction CAO. Donc, j'active le menu de travail CAO. J'active le menu rectangle, la fonction rectangle. Ici, je choisis le rectangle noir, je valide OK, et je vais venir lui choisir, prendre dans la diagonale la deuxième option, point de départ, largeur, hauteur. Donc, il faut savoir que cette deuxième option, dans 75% des cas, elle vous permettra de dessiner ce que vous souhaitez, hein. Donc, du coup, ici, je veux accrocher le point 00 du programme. Donc, je vais, au lieu de cliquer à l'écran, je vais faire entrer. Donc, je vais faire entrer. Et puis ici, je vais lui dire que ma construction, elle fait 12 mètres de long par 8 mètres de large. Donc ici, je vois la première question qui m'est demandée, bah, c'est la longueur. Donc ici, je vais lui dire que je le souhaite. Donc là, je vais renseigner, hein, dans la zone de dialogue. Je vais lui dire que je souhaite que la longueur fasse 12 mètres. Et je valide entrée. Et ensuite, je vais lui demander ici à ce que la largeur, hein, donc la largeur de ce bâtiment qui correspondra, donc là c'est la hauteur, hein, qui nous est demandée, mais c'est la hauteur qui nous est demandée dans la zone de dialogue, correspondra à notre pignon. Donc du coup ici, je vais lui dire qu'on souhaite faire une valeur de 8 mètres. Donc là, je vais taper 8 mètres dans la cellule hauteur et je valide entrée. Ici, si je sélectionne cette ligne, hein, donc je clique dessus, hein, avec le clic droit, que j'appelle le menu contextuel, ici je vais pouvoir trouver la fonction déplacer. Donc si j'active la fonction déplacer, je vais retrouver ici mes options. Là, je vais lui dire que je souhaite déplacer avec la cinquième option, l'option parallèle. Et je vais lui dire, par exemple, que je souhaite réduire de 1 mètre. Donc là, attention, hein, donc, si je souhaite réduire de 1 mètre, je vois que devant mon curseur, il y a le signe négatif. Donc, soit je clique à l'écran. Là, si je clique, hein, il va bien valider les moins 1 mètre. Et puis, je pourrais également renseigner au clavier. Et donc, dans ce cas-là, si je renseigne la cellule, il faut bien que je tape il faut bien que je tape le signe moins. Et là, je fais moins. OK, entrée. Donc là, j'ai raccourci d'1 mètre, hein, donc du coup, maintenant, ma ligne, mon rectangle, il fait plus 12 mètres, mais il fait 11 mètres, hein. OK. Et puis ici, maintenant, je vais pouvoir, bien évidemment, il me reste encore à modifier ces deux lignes, hein. Donc j'ai toujours dit, c'est tout le temps la même chose, hein, j'ai dit le mot, hein. Ces deux lignes doivent être modifiées, hein, puisque maintenant elles sont trop longues. Donc à partir du moment où on entend le mot modification, on va forcément venir chercher ici dans la caisse à outils. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir sélectionner cette ligne. Donc attention, hein, il y a encore quelque chose que je n'ai pas précisé. Attention à la flèche qui apparaît sur un élément quand vous l'avez sélectionné. La flèche correspond au sens de modification. D'accord? Donc là, quand je sélectionne cette ligne dans ce sens, ça veut dire que le point fixe sera le point à l'opposé et que la flèche, la ligne va se modifier à partir de ce point. D'accord? Donc si je faisais l'inverse, je reclique sur la ligne. Donc pour faire apparaître la flèche d'un côté ou d'un autre, il suffit de cliquer la ligne par rapport à son milieu. Là, j'ai cliqué la ligne à gauche par rapport au milieu, donc la flèche apparaît au milieu. Je désélectionne en cliquant sur la ligne. Si je veux la sélectionner de l'autre côté, je viens me mettre sur la droite de la ligne par rapport au milieu et je clique, du coup la flèche apparaît du bon côté. Donc c'est bien dans ce sens que je souhaite modifier la ligne, puisque ici, si je la mets dans ce sens-là, ça ne va pas coller. D'accord? Puisque le point fixe, il est là, donc ça ne peut pas marcher. Le point fixe, il doit bien être ici.
Donc ici, je vais recliquer la ligne pour la désélectionner. Et puis, je vais sélectionner les deux lignes avec la flèche dans la même orientation, puisque ces deux lignes doivent bien avoir le point fixe ici. D'accord? Et puis maintenant, je vais activer ici le menu couper. D'accord? Donc soit directement dans la caisse à outils ici au milieu à droite, soit ici, je vais pouvoir ici faire un clic droit pour appeler le menu contextuel et appeler ici le bouton couper. Donc là, j'active couper. Une fois que j'ai activé couper, vous avez encore une autre question. Je vais choisir couper une fois. Maintenant, quand je regarde dans la zone de dialogue, il me demande à quelle arête cette ligne doit être coupée. Eh bien ici, je vais venir lui montrer la ligne ici, puisque maintenant je souhaite que les deux lignes sélectionnées viennent se raccorder avec cette ligne. Donc du coup, je montre cette ligne, et là du coup, j'ai obtenu le rectangle que je souhaitais. Marche arrière une fois, marche arrière deux fois, pour revenir à l'état de ma ligne initiale. D'accord? Donc là, vous allez trouver de toute façon plusieurs possibilités. Donc je vais revenir au rectangle tout à l'heure. Mais ici, dans la caisse à outils, là, si je fais CAO ligne, et que je fais deux lignes par exemple, je fais plusieurs lignes, peu importe. Ici, vous allez trouver plusieurs possibilités de modification. Donc ici, par exemple, je veux raccorder ces lignes-là. Je vais en faire une autre ici. Donc je veux raccorder cette ligne-là, je la clique. Donc attention, toujours pareil, la flèche de sélection est hyper importante. Puis si je veux raccorder cette ligne avec cette ligne, et que je mets la flèche dans l'autre sens, forcément, il va me dire que c'est pas possible. Il va pas pouvoir. Là, je demande à ce que le point fixe soit ici et que la modification doit se faire par là, donc il va pas pouvoir raccorder à cette ligne. Donc là, ce que je veux faire, je veux bien sélectionner cette ligne avec la flèche dans ce sens pour aller chercher la ligne ici. Donc ici, si je sélectionne les différentes lignes, voilà, j'en sélectionne comme autant que je veux. Elles n'ont pas besoin d'avoir de points d'intersection. Il va être capable, bien évidemment, de calculer des projections. Donc ici, si je fais couper une fois et que je montre ici cette ligne, eh ben ici, il va prolonger toutes les lignes dans le prolongement de la ligne que j'ai montrée. Je vais faire marche arrière. Je vais continuer. Je vais activer cette ligne. Maintenant, je vais réactiver couper. Et je vais activer maintenant non pas couper une fois, couper une fois, c'est couper une fois contre. Alors, toutes les fonctions de planche à dessin et de CAO qu'on est en train de voir là sont des fonctions hyper importantes, puisque la logique de fonctionnement du logiciel sera tout le temps la même. Là, je travaille sur des lignes, donc sur de la 2D, de la planche à dessin. Quand je vais vouloir travailler sur des pièces de bois, de la 3D, j'utiliserai également ces fonctions. Couper une fois une pièce contre une autre fois, raccorder des pièces ensemble. Donc ici, je vais utiliser rallonger, raccourcir. Et une fois que j'ai utilisé rallonger, raccourcir ici, j'ai la possibilité de rallonger la longueur que je souhaite. Donc là, si je veux rallonger d'1 mètre par rapport au point ici, il me suffit de taper 1 mètre, j'ai rallongé la ligne d'1 mètre. D'accord? Je veux continuer à travailler avec ce rallonger, raccourcir. Donc, une fois que vous avez utilisé une fonction, quand vous répétez la fonction, vous pouvez enfoncer la touche entrée, vous rappelez la dernière fonction utilisée. Donc là, si j'enfonce entrée, je rappelle la dernière fonction utilisée. Donc là, maintenant, je ne veux pas rallonger, mais je veux raccourcir. Je vais lui dire que je veux raccourcir de 3 mètres. Du coup, j'ai raccourci cette ligne de 3 mètres. OK, puis je vais continuer. Je vais maintenant sélectionner cette ligne. Je vais venir voir couper et je vais venir voir raccord d'angle. Quand je regarde la zone de dialogue, je vois qu'il me propose anguleux. D'accord? Donc, bien évidemment, il est capable, le logiciel a un CMA, il est capable d'aller chercher le raccord d'angle entre deux lignes.
Maintenant ici, à partir du moment où vous voyez une surbrillance dans le logiciel, ça veut dire que vous avez un choix multiple, d'accord? Donc ici, j'ai une surbrillance, donc ça veut dire ici que j'ai plusieurs choix que je peux faire défiler avec la petite flèche qui est à côté. Donc ici, quand j'active cette petite flèche, je vois les 3 choix qui sont possibles. Anguleux, donc un raccord d'angle anguleux entre ces 2 lignes, un raccord d'angle avec un biseau et un raccord d'angle avec un rond. Bon, et moi, on va y revenir, hein. OK, dans un premier temps, je vais valider anguleux. Du coup, il trouve le raccord d'angle entre ces 2 lignes. Si je fais entrer, le raccord d'angle est effectué. D'accord? Donc, c'est la même chose, hein, si je veux raccorder de façon, si je veux faire un raccord d'angle entre ces 2 lignes, j'ai juste à les sélectionner, hein. Alors attention à bien les sélectionner, la flèche orientée dans le bon sens, hein. Si je veux aller chercher ici, le raccord d'angle et que je sélectionne mes lignes avec la flèche orientée dans le mauvais sens, bon bah là c'est clair, il ne va pas pouvoir me trouver de raccord anguleux. Donc ici j'inverse, je rappelle la fonction avec entrée, et puis bah, bien évidemment, il trouve le raccord anguleux. Là je vais le valider avec entrée. Je vais pouvoir continuer. Maintenant je vais sélectionner cette ligne, je vais sélectionner cette ligne, et puis ici je vais activer la fonction couper raccord d'angle. Cette fois-ci je ne vais pas choisir anguleux, mais je vais choisir biseau. Je fais entrer. Et là, je vois qu'il me demande la longueur de biseau. Donc, surbrillance avec une petite flèche, donc ça veut dire multi-choix, hein. Il vous demande soit la longueur du biseau, soit la distance au côté. Ici, je vais valider la longueur au biseau. Je valide. Donc, bien évidemment, au-delà d'une certaine valeur, là, en fait, si j'essaye de faire un biseau à l'endroit où est positionnée ma souris, je me retrouve avec un biseau négatif. Donc, forcément, j'ai une grosse flèche qui apparaît pour me dire que ce n'est pas possible. Par contre, si je viens de l'autre côté du, raccord d'angle de biseau possible, bah maintenant il me demande quelle est la longueur du biseau. Ici, je vais lui dire que ce biseau, il doit faire 2 mètres. Donc là, je tape la valeur dans la cellule, hein. Je valide entrée. Et ici, du coup, j'ai fait un biseau qui mesure 2 mètres. Donc on peut se contrôler, bien évidemment. Ici, vous avez un bouton, ici, dans la barre d'outils tout en haut, là, vous avez un mètre pliant. Et ce mètre pliant vous permet de vous contrôler. Donc ici, si j'active le mètre pliant, ici pareil, hein, j'ai plusieurs possibilités, hein. Donc je vais choisir la première option. De ce point-là à ce point-là, il faut me donner la cote. Quand je regarde ici maintenant les résultats dans la fenêtre qui s'est ouverte, la distance de la ligne que j'ai des 2 points par rapport aux 2 points que j'ai montrés m'indique bien que j'ai mis un biseau de 2 mètres. Pour sortir de cette fonction, toujours pareil, échappe. Maintenant, je vais réaliser un raccord rond. Donc ça va être pareil, hein, je sélectionne mes deux lignes. Je vais faire sur 2 que j'ai pas fait. Échappe, je vais sélectionner celle-là et celle-là. Je vais faire couper un raccord d'angle. Ici, je vais enlever, je vais chercher maintenant rond. Je valide entrée. Et ici, maintenant, ce qui m'est demandé, c'est la valeur de rayon du cercle. Donc ici, si je choisis une valeur de rayon d'1,50 m et que je fais entrer, il m'a fait un raccord arrondi. Et le rayon de l'arrondi correspond à 1,50 m. Ok, donc vous avez plein de possibilités, hein, au niveau des modifications, hein. Donc là, je vous ai montré couper, hein. Vous avez aussi la possibilité ici d'utiliser la fonction découper, hein. Découper par exemple boîte, hein, donc c'est le raccourci, hein, c'est pareil, hein, si je disais découper rectangle, ce serait pareil. Donc là, je choisis découper boîte. Tout ce qui va être compris dans la boîte, là, maintenant que je vais montrer à l'écran, donc je choisis la première option. Ici, il me demande un point de départ. Je vais choisir le point de départ ici, un point d'arrivée dans la diagonale. Tout ce qui va être compris dans ce rectangle va être supprimé. Je peux sélectionner cette ligne-là. Je rappelle la fonction avec entrée. Et puis ici, je lui demande, pareil, de faire un rectangle et de supprimer ce qui est à l'intérieur du rectangle. Ici, je vais également trouver, donc là, je vous ai montré couper, je vous ai montré découper. Là, je vais regarder maintenant abouter. Donc abouter, c'est la possibilité de tronçonner, de sectionner une ligne existante ou un élément, hein. Donc là, ici, je vais utiliser la fonction abouter. Par exemple, je pourrais utiliser aussi cette fonction, hein, quand j'aurai des pièces de bois.
Donc là, je vais pouvoir utiliser sectionner. Et puis maintenant, il me demande, donc là, je vois hein, le point référence, hein, il est là. Hein. Si je souhaitais non pas donner une cote par rapport à ce point, mais donner une cote par rapport au point à l'opposé, je viendrai montrer ici le point opposé et je ferai un clic droit. Maintenant, quand je fais un clic droit ici, j'ai changé de point. Donc à chaque fois que vous faites un clic droit, vous changez le point par rapport auquel vous allez renseigner la valeur. D'accord? Par rapport au point ici, je veux abouter à 4 mètres. Donc attention, hein, le signe est négatif. Donc là, je renseigne au clavier, donc je tape bien le moins avant de mettre mon chiffre. Et je valide. Donc maintenant, quand je viens sur cette ligne, eh ben, j'ai un bout de ligne ici, et puis j'ai un bout de ligne ici. D'accord? Donc j'ai sectionné cette ligne en 2 morceaux. Donc je pourrais continuer, hein, après c'est à l'infini. Hein. Abouter, sectionner, vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord? Vous pouvez aussi sélectionner des lignes qui sont continues et demander à les raccorder, bien évidemment, hein, avec l'autre. Ici, vous avez également, bien sûr, la fonction déplacer. D'accord? Donc pareil, hein, là vous allez trouver plusieurs options. Hein. Donc là, l'option en foncé, c'est parallèle. Hein. Donc là, je déplace ma ligne en parallèle. Utiliser l'option ici rotation. Donc il me demande où est le point de rotation. Hein. Donc je vais lui dire bah, le point de rotation, bah, il est là. Et puis comment est-ce que je souhaite déplacer cette ligne maintenant par rapport au point de rotation. Ici, je vais continuer. Je sélectionne, déplacer. Et puis si je regarde les autres options, hein, bon, bah, je retrouve hein, les mêmes possibilités que tout à l'heure. Hein. Je veux sélectionner, je veux déplacer du point là au point là. Je veux déplacer du point là sur cet angle à telle distance. Je veux déplacer de ce point là en fonction d'une valeur en X et d'une valeur en Y. Je veux sélectionner et je supprime. Vous allez également trouver bien évidemment les fonctions copier. Donc là, copier, hein, pareil, hein, vous allez retrouver les mêmes possibilités. Donc je veux copier de ce point-là au ce point-là. Donc là, la ligne reste accrochée. Hein, donc là, tant que vous cliquez, hein, vous la copiez. Hein. OK. Deuxième option, toujours pareil, hein, bien contrôler vos options. Je veux copier par rapport à cet angle ici. Bon, alors après, de toute façon, hein, à vous d'être curieux hein, et puis d'aller un petit peu tester hein, toutes les fonctions que je vous montre. Puisque tout montrer, hein, c'est pas nécessaire puisque après, comme je vous ai dit, tout est sur le même mode de fonctionnement, donc à vous un petit peu après de fouiller. OK? Donc là, je vais reprendre toutes mes lignes. Hein. J'ai fait un grand rectangle de sélection qui englobait toutes mes lignes, et puis je fais supprimer. Je fais un clic molette pour revenir sur mon rectangle. Alors pour les raccourcis clavier, du coup, quand vous venez par exemple ici chercher la fonction couper, vous voyez que le raccourci clavier il vous est indiqué hein, dans la parenthèse. Pour couper les pièces marquées, le raccourci clavier c'est CTRL S. D'accord? Donc ici il faut regarder partout. Hein. Ici la fonction découper, le raccourci clavier de la fonction découper c'est CTRL A. Et donc ici, maintenant je suis revenu sur mon rectangle. Et donc ici j'ai bien, donc si je me contrôle hein, avec le mètre pliant, que je contrôle ici cette ligne. Hein. Donc la distance, elle fait bien 12 mètres. Hein. Que je contrôle maintenant cette ligne. La distance, elle fait bien 8 mètres. Hein. D'accord? Donc je suis bien sur le modèle de construction que je souhaitais mettre en place tout à l'heure. OK. Donc maintenant, je souhaite dessiner également mon avancée ici. D'accord? Donc ici, je vais d'abord venir positionner des points d'accroche. Donc là, ici, je vais activer donc, le menu de travail CAO. Je vais activer ici la fonction point. Je vais valider un type de point. Je vais changer de couleur hein, pour qu'il soit bien distinct. Je vais choisir la couleur bleue. Je valide OK. Dans la diagonale, je fais attention à mon option. Donc là, l'option qui va me convenir, ça va être l'option numéro 2, hein, puisque je vais vouloir ici lui renseigner un point référence. Sur ce point référence, je vais lui renseigner, à partir de ce point de référence, je vais lui renseigner un angle et je vais lui renseigner une distance par rapport au point référence. Donc ici maintenant, je réponds à la zone de dialogue.
Le point de départ, il est là. Enfin, le point référence, il est là. L'angle, bah, je viens cliquer l'horizontale, hein. Donc là, je montre où je veux, hein, l'horizontale, hein, peu importe, hein, que je montre à gauche, à droite, à gauche, sur la ligne, ça n'a aucune importance. Donc là, je vais montrer de ce côté-là, par exemple. Et puis maintenant, il me demande quelle est la valeur. Donc là, ici, là, je vois qu'il y a le moins devant le curseur. Donc là, je veux me positionner à 3 mètres du point que j'ai montré, du point référence. Donc ici, je vais taper -3. D'accord? Et puis ici, je veux venir positionner un point, pareil, dans la diagonale. Je veux venir positionner un point ici, à 3 mètres du point ici, pour avoir les mêmes longueurs. Et puis, je veux qu'il soit à 3 mètres ici et à 3 mètres ici, pour pouvoir dessiner le deuxième rectangle. D'accord? Donc là, ça veut dire que je connais un point de départ, je connais une valeur en X et je connais une valeur en Y. Donc là, on va utiliser la troisième option. Donc là, j'utilise la troisième option. Le point référence par rapport auquel je connais les cotes, c'est celui-là. Je vais venir lui montrer le point ici, hein, donc j'attends de me faire aimanter, hein, c'est clair, hein, par l'extrémité, c'est bon. Je clique. Et puis ici, attention, pareil, hein, au curseur, donc il y a le signe moins. Donc là, je vais taper -3 mètres. OK. Et puis je veux également me situer à 3 mètres sur les Y. Donc ici, je vais également taper 3 mètres. Donc -3. J'ai mes deux points qui vont me permettre de dessiner le deuxième rectangle qui va correspondre à l'avancée. Donc échappe pour sortir de la bibliothèque. J'ai pas besoin de faire une deuxième fois échappe puisque je travaille toujours dans le menu de travail CAO. Et là, je vais pouvoir donc maintenant activer la fonction rectangle. Ici, je vais reprendre un rectangle noir. Ici, je vais faire OK. Et ici, maintenant, bah, je vais pouvoir prendre la première option, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. La première option de point à point est utilisée quand on connaît des points d'accroche. Si j'ai positionné des points, c'est justement pour connaître ces points d'accroche. Donc maintenant, je les connais. Donc je peux utiliser la première option et donc lui signifier que je veux faire un point de ce point d'accroche là au point d'accroche dans la diagonale. Et ici, je peux venir montrer le deuxième point. Maintenant ici, hein, on commence à voir la marque au sol de la construction que l'on souhaite dessiner. OK, donc je vais pouvoir échapper. Donc je dis échapper parce que je suis sorti, hein, de la bibliothèque. Et du coup, bah, maintenant je vais venir nettoyer, hein, ce plan. Puisque ici, j'ai des choses en trop, hein, ici au niveau des lignes là. Ça n'a pas lieu d'être, hein, ça peut être supprimé. Les points, ils peuvent être supprimés, j'en ai plus besoin. Donc là, je peux très bien sélectionner un point. Barre espace, je sélectionne tous les objets identiques. Donc là, hein, il a bien compris en faisant barre espace, enfin sélection d'un point, barre espace, qu'il devait sélectionner tous les objets points. Donc là, il a sélectionné les deux points. Donc maintenant, avec la fonction supprimer, enfin avec la touche clavier supprimer, je supprime les deux points. OK. Maintenant, je vais pouvoir également ici sélectionner les lignes. Donc du coup, hein, j'ai dessiné deux rectangles. J'ai dessiné un grand rectangle ici, et puis j'ai dessiné un petit rectangle qui permet de dessiner l'avancée. Donc ça sous-entend que ici, là, au niveau des deux rectangles, au niveau de l'intersection entre les deux rectangles, je n'ai pas une seule ligne, hein. J'ai forcément la ligne du grand rectangle et la ligne du petit rectangle. D'accord? Donc quand je viens ici, là, d'abord quand je viens ici, hein, je vois que je n'ai aucune parenthèse qui se met, donc l'information qui m'est donnée dans l'infobulle, il n'y a pas de parenthèse et on me dit ce que j'ai dessiné une ligne de CAO. D'accord? Donc là, je peux aller partout. J'ai dessiné une ligne de CAO, une ligne de CAO. Par contre, quand je viens ici, que je laisse mon curseur dessus, là, j'ai une parenthèse qui apparaît et dans lequel le chiffre 2 apparaît. Donc là, il y a une superposition d'éléments, donc la petite ligne et la grande ligne. Donc SEMA, il a compris hein, qu'il y avait deux éléments qui se superposaient. Soit on a la possibilité de sélectionner ces deux éléments, soit on a la possibilité de sélectionner ces éléments, l'un ou l'autre de ces éléments.
Donc, je vais faire pareil, je vais réappeler le menu contextuel, donc avec clic droit. Ici, donc, je retrouve les possibilités de modification et tout en bas, j'ai la possibilité de sélectionner l'une ou l'autre ligne. Donc, quand je me mets sur la première ligne, je vois que c'est la ligne du petit rectangle qui clignote à l'écran. Donc, ça veut dire que si je clique ici, c'est la ligne du petit rectangle qui va être sélectionnée. Si je viens sur la deuxième ici, là que je vois que c'est la ligne du grand rectangle qui clignote. Donc, si je clique sur cette deuxième ligne, c'est la ligne du grand rectangle que je vais sélectionner. D'accord? Donc là, je pourrais sélectionner ici. Là, si je fais supprimer, je supprime l'ensemble de la ligne du grand rectangle. Donc bien évidemment, hein, c'était juste pour vous montrer que quand on avait une superposition d'éléments, il fallait utiliser le clic droit pour pouvoir sélectionner les éléments de façon différenciée. Là, je vais utiliser la marche arrière. Et donc là, en fait, hein, ce que je souhaite faire, c'est je souhaite agir sur ces deux lignes-là, hein. Je souhaite enlever ici les deux lignes ici, puisque ces deux lignes ici ne m'intéressent pas au niveau de la construction. Donc là, je vais pouvoir, deux possibilités, hein, soit j'ai la possibilité de venir sur les deux lignes, de faire un clic droit pour appeler le menu contextuel, et ici appeler la sélection des lignes. Si j'enfonce la touche CTRL et que je laisse la touche CTRL enfoncée, je peux faire une multisélection. Je lui dis que je veux sélectionner la première et je lui dis que je veux sélectionner la deuxième. Donc toujours avec CTRL enfoncé, hein. Maintenant, je relâche CTRL, les deux lignes sont sélectionnées. OK? Je vais faire échappe. Puisqu'il y avait une autre méthode pour sélectionner des superpositions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a parlé du mode de sélection, quand je fais un clic droit et que je fais apparaître une ligne, donc là je laisse le clic droit enfoncé, hein, quand cette ligne apparaît, tout ce que va rencontrer cette ligne va être sélectionné. Donc si ici, je viens traverser ces deux lignes, forcément, je sélectionne les deux lignes, puisque la ligne a rencontré les deux lignes superposées. OK? Donc deux possibilités, soit on passe par le menu contextuel, soit on passe par le clic droit et on vient traverser les deux lignes. Maintenant, bien évidemment, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de la modification. Je veux enlever de la matière. Donc ici, je vais pouvoir utiliser la fonction découper que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, si j'utilise la fonction découper et que j'utilise la fonction découper boîte, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qui va être compris dans le rectangle que je vais maintenant tracer à l'écran va être supprimé. Donc ici, je peux lui dire, en validant la deuxième option, que je veux supprimer tout ce qui est dans le rectangle que je suis en train de dessiner à l'écran. Je valide. J'ai supprimé ce que je souhaitais et du coup, je suis bien arrivé à la forme que je souhaitais pour ma construction. Maintenant, j'aurais aussi pu demander que cet élément soit un bloc. Donc, quand je parle un bloc, hein, ça veut dire des lignes et une surface. Ici, je n'ai pas d'information de surface. Donc ici, si je reviens dans la CAO, ce qui va me permettre de dessiner des polygones, hein, puisque un polygone est une surface avec un contour, hein, donc c'est bien une forme géométrique composée d'un contour de ligne et d'une surface intérieure. Donc deux possibilités pour dessiner des polygones. On va avoir la méthode rapide ici en utilisant la fonction boîte. Donc ici, j'utilise la fonction boîte. Donc quand vous utilisez la fonction rectangle, vous ne définissez pas de polygone, vous ne faites que dessiner des lignes. Maintenant, quand j'utilise la fonction boîte, là, je vais dessiner un polygone. D'accord? Donc là, je peux développer la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, ici, je vais avoir plusieurs types de polygones. Ici, je vais venir changer, par exemple, je vais venir dans schéma, puis je vais venir choisir, par exemple, ici, je vais faire OK. D'accord? Là, je vais vous demander d'enfoncer le petit bouton ici, tout en bas, là. Donc ici, je suis venu tout en bas de l'écran, hein, juste à côté du bouton CAO, là. J'ai un petit bouton là qui me permet de valider, saisir pièce comme polygone. Donc là, je vous invite à l'enfoncer. À partir du moment où vous l'aurez enfoncé,
À chaque fois que vous utiliserez de toute façon maintenant cette fonction boîte, il restera enfoncé et du coup, quand vous utiliserez cette fonction boîte, ce sont bien des polygones que vous allez dessiner. Et ici, du coup, si je prends la première option et puis que je lui dis que le point de départ, il est là et que le point d'arrivée dans la diagonale, il est là, bah maintenant, j'ai dessiné un polygone. Donc, j'ai bien maintenant un contour et une surface. D'accord? Donc, maintenant, je peux aussi sélectionner le polygone. Donc, attention, hein, puisque quand vous dessinez un polygone, vous avez la possibilité d'agir sur la surface. Donc, en vous mettant au centre du polygone, hein, vous sélectionnez la surface. Mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner les lignes de contour. Vous avez aussi la possibilité d'agir sur le contour. Donc attention, donc là je fais échappe ensuite pour désélectionner. On n'est pas en train de faire la même chose. Hein. Là je vais agir sur les lignes de contour. Là je vais agir sur la surface. OK? Donc ici par exemple, j'ai agi sur la surface. Et ici je vais pouvoir lui dire par exemple, ici je vais utiliser la fonction découper, découper boîte. Et puis je vais lui demander d'enlever la matière qui est comprise dans ce rectangle. D'accord? Donc là, après, hein, je continue à l'infini. Hein. Au centre, en pareil. Hein. Donc là, je travaille sur la surface. Maintenant, j'aurais pu aussi lui demander à travailler non pas sur la surface, mais sur le contour. Donc ça veut dire que ici, je pourrais déplacer, je pourrais sélectionner la ligne de contour. Et là, je pourrais lui demander à déplacer cette ligne de contour, par exemple en parallèle. Et puis ici, bah, je vais lui dire que voilà, je souhaite agir sur la ligne de contour. Je vais recommencer, j'appelle la fonction avec entrée. Ici, je vais choisir en rotation. Et là, je vais lui dire que le point de rotation, il est là. Puis je souhaite ici qu'il agrandisse comme ceci. D'accord? Donc, vraiment attention, hein. C'est pas la même chose quand on sélectionne la surface et quand on sélectionne les arêtes. Généralement, quand on sélectionne les surfaces, on utilise les fonctions découper ou ajouter. Et quand on sélectionne les lignes de contour, généralement, on utilise plutôt la fonction déplacer. OK. Donc là, c'est pour avoir des polygones de forme géométrique bien particulière, hein, puisque on est sur des bases rectangles. Hein. Maintenant, et également, hein, si j'active ici la fonction CAO et que j'active la fonction ici, du coup, polygone directement, bah ici, hein, je reviens toujours pareil à la bibliothèque hein, que je peux développer, dans laquelle je peux choisir des éléments, un élément particulier. Je vais reprendre le même, je valide. Et puis ici, bah maintenant, il me demande de dessiner un contour quelconque. Donc là, je vais prendre la première option. Et puis ici, bah, je vais lui faire un contour que je vais venir fermer. Donc là, je fais un contour quelconque, hein, je clique, hein, je fais que des clics. Hein, et puis je viens fermer. Donc là, du coup, maintenant, j'ai dessiné un polygone quelconque. Donc pareil, hein, je peux agir, hein, découper. Cette fois-ci, je ne vais pas découper une forme géométrique rectangulaire, mais je vais utiliser forme libre. Puis je vais me mettre à l'intérieur. Je vais changer. On peut changer d'option en cours de route, hein, bien sûr. Hein. Et là, du coup, là, je suis venu enlever la matière. D'accord? Ici, maintenant, si je sélectionne une ligne de contour et que je fais déplacer en parallèle, bah ici, je vais pouvoir diminuer la longueur de la ligne de contour. OK, ici, on peut également activer ici cette fonction. On peut également prendre ça et puis bah, je vous ai montré découper. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose avec ajouter. Hein. Et là, on ajoute de la matière. Au lieu d'en enlever, on en ajoute. Donc, sur les surfaces, vous prenez découper, ajouter. Sur les lignes, vous faites déplacer. OK. Maintenant, ce que je veux également vous montrer, c'est qu'on peut partir d'une forme géométrique quelconque. Donc, je peux prendre la fonction rectangle, par exemple. Et puis ici, je peux dessiner un rectangle.
Donc là, hein, comme je vous ai dit, hein, quand on utilise la fonction rectangle, c'est un contour de 4 lignes, il n'y a pas de surface. Mais j'ai la possibilité de transformer cette surface en polygone. Donc là, je vais pouvoir sélectionner les 4 lignes. Une fois que j'ai sélectionné ces 4 lignes, je vais appeler le menu contextuel pour appeler ici, hein, les outils de modification, la caisse à outils. Ici, j'appelle le menu contextuel et je viens chercher ici le bouton divers. Et ici, je vais trouver un bouton qui s'appelle transformer en polygone. Donc maintenant ici, si je fais transformer en polygone, il ne faut pas oublier de regarder dans la zone de dialogue qu'on a une question complémentaire. La question complémentaire dans la zone de dialogue, est-ce qu'on souhaite rejeter l'élément existant? Donc ça veut dire maintenant ne conserver que le polygone et supprimer les lignes desquelles on est parti. Ou la deuxième possibilité, conserver l'élément existant. Donc si je choisis conserver l'élément existant, j'aurai le polygone plus les lignes du rectangle de départ. Ici, je vais demander à rejeter l'élément existant. Et maintenant, quand je viens ici, eh ben, j'accède bien à un polygone. D'accord? Là, je voudrais aller mettre un hachurage là-dedans. Donc ici, j'ai la possibilité de sélectionner ce polygone. Et pareil, hein, j'ai la possibilité maintenant d'appeler le bouton modifier, donc avec le menu contextuel ici, modifier. D'accord? Mais il y a plus rapide pour appeler modifier. Donc là, je fais échappe, échappe. Et pour appeler modifier, vous faites un double clic gauche sur l'élément. Vous ouvrez automatiquement modifier. D'accord? Donc ça fonctionne hein, partout. Sur tous les éléments que vous voudrez modifier, hein, que ce soit la section, que ce soit la couleur, etc. Vous avez la possibilité de double-cliquer sur l'élément. Et ici, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de venir lui mettre un hachurage en remplissage. Donc ici, je vais venir cliquer sur les 3 points ici que je vois. Et du coup, là, ça me permet de choisir un type de hachurage. Donc ici, par exemple, je vais lui prendre celui-là. Donc, pour un peu, comme je vous ai dit, hein, après, vous pouvez venir choisir dans les différents éléments. Hein. Si je vais choisir, par exemple, celui-là, double-clic dessus, je valide OK. Et maintenant, ici, je suis allé lui attribuer le fond que je souhaitais. D'accord? Donc, toutes les formes géométriques que vous dessinez peuvent, après coup, être transformées en polygones. D'accord? Donc, ici, je vais également, du coup, évoquer le cas du cercle. Donc, vous ne pouvez pas dessiner directement un polygone de forme circulaire. Mais par contre, si vous activez ici la fonction CAO, que vous activez ici la fonction cercle, on retrouve toujours la même logique. Je vais prendre ce type de ligne. Ici, je vais trouver plusieurs options pour pouvoir dessiner un cercle. Ici, je vais en dessiner un à l'extérieur. Je vais en dessiner un ici au bord et je vais en dessiner un à l'intérieur. Maintenant, j'ai la possibilité, donc ce n'est qu'un contour, hein, puisque quand je viens au centre, il n'y a rien de possible, hein, si ce n'est de sélectionner le centre. Hein. Si je sélectionne le centre, je sélectionne le cercle. Mais je n'ai pas de surface. Mais maintenant, il n'y a rien qui m'empêche de sélectionner le cercle et de venir ici faire clic droit, menu contextuel, divers, transformer en polygone, rejeter élément existant. Je vais faire pareil pour les 3 cercles. Je vais entrer, rejeter élément existant, je sélectionne celui-là, entrée, rejeter élément existant. Maintenant ici, j'ai bien des surfaces. Maintenant, je peux sélectionner ici. Je peux faire ici maintenant, donc double-clic pour appeler modifier. Et ici, je vais venir lui mettre un remplissage. Ici, je vais lui mettre un remplissage gris. Je valide. Je fais pareil pour celui-là. Je vais lui mettre un remplissage, donc en cliquant, hein, toujours pareil, un remplissage, sélection, on clique sur les 3 points. Ici, je vais choisir un autre type.
prendre ça. Et puis ici, je vais choisir un autre type. Prendre ça. OK. Donc maintenant ici, je vais sélectionner ici ce polygone. Je vais utiliser une fois la fonction découper. Découper, et cette fois-ci, je vais choisir le découper objet. Et je vais lui demander à découper l'objet polygone cercle ici. Donc maintenant, le polygone cercle a été déduit de la surface du polygone rectangle. Si je le prends ici et que je fais supprimer, je vois bien qu'il a été déduit. Maintenant, je vais aussi pouvoir prendre le polygone ici, et puis là, je vais faire l'inverse. Je vais lui dire ajouter objet, ajouter l'objet cercle. Je lui montre ici, échappe, et j'ai également maintenant modifié ici le polygone. Bon, je vous ai déjà montré pas mal de choses. J'espère que tout le monde a réussi, aura plutôt bien compris et réussi à suivre. On va arrêter là pour aujourd'hui, donc pour cette première session.